Souvent pointé du doigt lors des éliminations de Manchester City en Ligue des Champions, le tacticien espagnol est-il le seul responsable des maux de ce club? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo en s'éloignant du côté purement tactique et en allant chercher dans les statistiques et les raisons factuelles. Comme vous le savez, les Sky Blues affrontent le Bayern le 11 avril prochain pour les quarts de finale de Ligue des Champions, et c'est vrai qu'en repensant à ce match, j'ai eu envie d'aller creuser un peu dans les anciennes performances de City, afin de me faire une idée de ce qui n'avait pas marché auparavant et de me demander si ces choses-là étaient toujours un problème potentiel cette saison. Alors pour commencer, on va se pencher sur les scores des matchs où City s'est fait éliminer depuis l'arrivée de Guardiola, les scores cumulés bien sûr, donc comptant l'aller et le retour, sauf contre Chelsea où c'est une finale, donc un seul match. On peut déjà noter qu'il y a 2 scores nuls, contre Monaco et contre Tottenham, où la différence s'est faite sur des buts à l'extérieur, donc qui dans le format actuel aurait donné lieu à des prolongations. Ensuite, on peut voir qu'il y a seulement 2 défaites avec 2 buts d'écart ou plus, et on a une grosse pensée au passage pour les Lyonnais bien sûr. Donc voilà les faits pour le moment, et maintenant j'aimerais qu'on se concentre sur un point, la finition. Je pense que les supporters de City, mais aussi ceux qui ont regardé les matchs, tous ces matchs-là, se souviennent que ça a souvent pêché dans le dernier geste côté Citizen. Et pour le mettre en lumière, on va regarder le nombre de grosses occasions manquées par les clubs lors de ces matchs. Donc par grosse occasion, on entend une situation dans laquelle on devrait raisonnablement s'attendre à ce qu'un joueur marque, généralement dans un scénario de 1 contre 1, ou à très courte distance avec le gardien, lorsque le ballon a une trajectoire dégagée vers le but, qui a une faible pression autour du porteur de balle. Enfin voilà, quelque chose de plutôt simple, une situation simple de marquer, et les pénaltys sont comptabilisés également. Quand on regarde cela, on se rend compte qu'il y a 3 matchs où City a plus manqué que l'adversaire, mais surtout, aucun où City a moins manqué que l'adversaire. Puis des fois c'est troublant, il y a 3 gros ratés contre l'OL, contre Monaco, mais il y en a 5 contre le Real la saison dernière, vraiment c'est un enfer, enfin on se souvient du match, c'était fou. Quand on rajoute les occasions manquées au score réel, on obtient 3 potentielles victoires de City, avec un nul en plus de ça. Alors c'est un peu un fantasme bien sûr, car on ne sait pas quels auraient été les scénarios de ces matchs, mais quand même, c'est un énorme axe d'amélioration du côté des Citizens. Je dis c'était un énorme axe d'amélioration, car cet été, le club a enregistré l'arrivée d'un jeune Norvégien, le dénommé Erling Haaland, qui justement est plutôt bien réputé dans le domaine. En effet, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, devant Mohamed Salah et Kylian Mbappé, et quand on regarde de plus près, au niveau du taux de conversion des tirs dans la surface adverse, 48% de ceux de Haaland finissent en but. C'est presque 1 sur 2, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire normalement. Alors ça va faire un peu mal aux supporters du club anglais, mais on va se repasser quelques-unes des occasions manquées par City dans ces matchs, et on va voir qu'en effet, c'est le genre de situation que le Norvégien manque rarement quand même. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder 3 heures sur chaque situation, mais voilà, quelques-unes des grosses situations manquées par City quand même. Donc là, on commence déjà avec une énorme, on a celle-là, on a le penalty manqué de Agüero, sachant que de mémoire, Haaland a environ un taux de réussite sur penalty de 94%, donc c'est pareil. S'il y a un penalty, il y a de fortes chances qu'ils le mettent. Il y a cette occasion manquée, alors qui n'est pas forcément évidente, mais on a déjà vu Haaland marquer dans ce type de position, donc c'est pour ça que je l'ai mise. Celle-ci, bon voilà, peut-être petit tir du Norvégien entre les jambes de Edouard Mendy. Celle-ci de Foden aussi face à Chelsea. Bon, l'immense raté, voilà, celui-là on s'en souvient tous. On a celui-ci de Mahrez, voilà, une petite frappe croisée, deuxième poteau, on sait jamais, le Norvégien en est capable. Ici, une situation un petit peu au même endroit, plus ou moins, alors pas dans la même... Exactement pareil, il y a quand même un joueur de City qui est au pressing, qui est proche du porteur. Mais enfin bon, on peut se dire qu'il pourrait mettre ce genre de but-là. Ici, énorme occasion encore une fois pour finir. Bon, disons maintenant que le problème de la finition est réglé. Top, il n'y a plus de soucis. Malheureusement, il y en a bien un, j'ai nommé monsieur Ederson. Alors, au-delà de certaines idées saugrenues qui peuvent parfois lui traverser l'esprit, comme sa sortie un petit peu spéciale face à Leipzig récemment, on a un vrai déficit de qualité sur sa ligne, et pour illustrer cela avec les statistiques, on va utiliser le XGOT de Opta que je vais vous expliquer. C'est une métrique qui est calculée à partir d'une dizaine de milliers de tirs qui sont enregistrés dans une base de données, et ça permet d'évaluer le pourcentage de chances qu'un tir fasse but en fonction de divers critères. La puissance de la frappe, la position de la frappe dans le but, et la position du gardien par rapport au ballon. Ainsi, on sait si un gardien a encaissé plus de buts que ce qu'il aurait dû au cours d'une saison. Pour comprendre, on va se servir de la saison 2020-2021 de Ederson en Première Ligue, qui pour le coup était plutôt correcte. Sur l'image, on a plusieurs données, les ronds pleins représentent les buts encaissés, et les ronds vides, les arrêts. Plus les cercles est gros, plus l'arrêt est difficile à réaliser. On peut donc se dire que ce but-là n'aurait pas dû être encaissé, contrairement à celui-ci par exemple. Pour les données sur le côté, le 85 représente le nombre de tirs cadrés qu'il a reçus hors penalty. Donc selon l'organisme statistique, il aurait dû concéder
21,5 buts, s'il n'avait pas fait d'arrêt réflexe, s'il était un gardien basique, on va dire. Donc oui, entre 21 et 22 buts, mais il en a encaissé 20. Donc il est en positif sur sa performance. Une fois qu'on sait ça, on peut passer aux faits. Voici son niveau de performance dans les confrontations perdues par City, donc double confrontation cumulée bien sûr, sauf pour la finale contre Chelsea où là c'est un seul match. Le constat, il est sans appel malheureusement. Il n'y a pas une seule performance dans le positif. Le meilleur qu'il ait pu faire, c'est une performance neutre face à Chelsea. Mais face à Tottenham, c'est 2 buts encaissés en plus que ce qu'un gardien normal aurait pu faire, et 1 face à Liverpool, Lyon et Madrid. Pour vous donner une idée, j'ai sélectionné les vainqueurs des dernières Ligues des Champions, et j'ai regardé la performance du gardien de ces équipes-là, des vainqueurs, pendant la finale. Donc le match en jeu, la pression totale, et on n'observe aucune performance négative, et même 2 gros matchs, celui de Alisson face à Tottenham à l'époque, et celui de Courtois contre Liverpool l'an dernier, on s'en souvient bien, il avait fait une vraie performance. Donc bon, voilà un peu le tour d'horizon des problèmes de City. Dans les faits purement statistiques, qui dit vainqueur de grands trophées dit souvent grand attaquant et grand gardien. On pense au Real de la saison passée. On sait que Haaland s'est fait une petite blessure dernièrement. Est-ce que ça lui coûtera la présence face au Bayern? Je suis pas sûr, ça n'a pas l'air trop grave. Est-ce que Ederson réalisera une grande performance face au Bayern? Voilà, on sait pas, on le souhaite en tout cas pour les supporters du club. La vidéo touche donc à sa fin l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu que je réalise vous plaît et pour m'encourager,